Merci de suivre le thème. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la série d'entretiens exclusifs avec les membres du gouvernement Malikoura Tassira pour vous permettre d'en savoir plus sur les programmes du gouvernement de transition. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce que nous recevons, Mahmoud Ould Mohamed. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Sarah. Pour m'accompagner, Madame Amissa Nougo pour les questions. Bonsoir, chers consoeurs. Merci. L'industrie et le commerce font battre le cœur de l'économie malienne, une économie portée bien sûr par l'agriculture, l'extraction et le commerce. Le classement Doing Business 2019 met le Mali à une place de 145 sur 190 pays avec une facilité à faire des affaires. Alors, Monsieur le ministre, les signaux sont toujours au vert malgré l'embargo? Tout à fait, parce que je pense que quand on est venu, on a pris fonction à ce département. On a essayé d'analyser d'abord le contexte dans lequel nous sommes venus. Et à partir de ce contexte, nous avons cherché à identifier des niches dans lesquelles nous pouvons travailler pour impacter le plus non seulement la croissance économique, mais aussi soulager les souffrances des populations au regard de ce contexte international et national qui n'était pas très favorable. Pour faire l'état des lieux, les deux secteurs connaissent aujourd'hui des difficultés. C'est vrai qu'on va parler de vos projets et programmes, ce que vous avez appelé le développement des entreprises. Les échanges commerciaux ont pris quand même un coup avec l'embargo. Dites-nous comment se passe la situation. Quelle est la situation actuellement? Au niveau du commerce, nous avons très tôt, comme je vous l'ai dit, fait une analyse du contexte international et du contexte national. Et nous avons remarqué qu'avec la reprise des activités économiques au niveau international, après la Covid-2020, il y avait une très forte tension sur le marché international, ce qui faisait faire une grande inflation au niveau international et de très grande rigueur. Et nous avons dit donc, dans certains cas, il va falloir anticiper un certain nombre de choses pour avoir des produits de première nécessité pour que ça puisse pas perturber l'approvisionnement de notre marché national qui dépend un certain temps, à un certain moment de l'année, sur un certain nombre de produits tels que le riz, l'huile alimentaire et le sucre. Donc, nous avons anticipé sur cela, nous avons fait des besoins et nous les avons exprimés. Et très tôt, nous avons eu des instructions des plus hautes autorités, le président de la transition qui nous a dit faites quelque chose pour que les choses se passent bien et que les Maliens ne sentent pas cette inflation internationale qui nous est imposée. Parce qu'en réalité, cette question de vie chère, elle n'est pas propre au Mali, ni spécifique au Mali. Elle est internationale et elle a été exacerbée encore plus tard par le conflit ukrainien et russe qui a encore exacerbé cette inflation qui nous est imposée. Et comment vous allez maîtriser les prix avec l'inflation qui est au niveau international? Donc, comme je l'ai dit très tôt, nous avons pris comme un engagement d'approvisionner le marché national et d'assurer aussi de réduire les effets de cette hausse des prix sur les populations. Pour ce faire, nous avons, avec le ministère des Finances et les autres départements, passé à des séries de subventions sur l'importation du riz, de l'huile alimentaire et du sucre à hauteur de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Et aujourd'hui, c'est grâce à cela que nous avons anticipé sur ces questions. Et si vous voyez, par exemple, les amplitudes des prix aujourd'hui, le blé, par exemple, à un moment donné, a coûté entre 200 à 400 $. Donc, à peu près presque du simple au double. De 50% d'augmentation au niveau international, mais nous, on a amené la farine boulangère à peut-être à 11% d'augmentation. C'est ce qui fait que nous avons tenu un certain temps pour que le pain n'augmente pas et que la farine aussi soit disponible sur le marché et que les minoteries tournent. Ça, c'est des exemples qu'on a fait. Au niveau, et vous voyez, dans les statistiques, nous faisons mieux que la plupart des régions et des zones qui ne sont même pas sous embargo. Aujourd'hui, l'embargo est important, mais je pense que la crise internationale et la flambée des prix au niveau international est beaucoup plus importante que la question des embargos. Je voudrais demander à M. le ministre s'il existe, si on peut parler d'un véritable commerce et d'industrie au Mali
vu au regard des récents événements qui ont frappé notre pays, est-ce qu'il y a réellement un commerce qui existe? Il y a effectivement un vrai commerce au Mali. Même si, quelque part, nous sommes un peu submergés par l'informel et par aussi la fraude et la contrefaçon, le commerce existe parce que nous avons une réglementation, nous avons une ouverture. Et nous veillons parfaitement à ce que l'environnement du commerce soit de plus en plus et de tous les jours nettoyé pour éviter le désordre commercial. Donc le commerce existe, les appuis par rapport à cela existent, l'encadrement des acteurs du commerce aussi existe et ils sont très structurés et nous les suivons parce que parfois aussi ils ont un problème de formation et de capacité de s'intégrer dans les marchés internationaux, de mieux comprendre les méandres de ce commerce. Aujourd'hui, Dieu merci, on a des acteurs très professionnels. Nous sommes un pays de commerçants depuis le XIIIe, XIVe siècle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans nos pratiques et dans nos traditions. Et aujourd'hui, nous avons aussi des jeunes générations qui sont très futées et qui se lancent dans cette activité avec la pratique la plus moderne et arrivent à se trouver, à se faire de la place au niveau international. Avant d'enchaîner sur le prix, ça voudrait dire que ce secteur est organisé de telle sorte que les activités se poursuivent au quotidien? Absolument. Nous avons une direction générale du commerce et de la concurrence qui veille sur non seulement la façon de faire le commerce, mais aussi d'accepter que la concurrence se fasse dans un espace libre sans que pour autant qu'on empisse les uns sur les autres ou qu'on essaye de fausser le jeu à un certain moment. Donc le commerce existe et il a ses règles. Nous avons aussi des ambitions pour l'améliorer. Nous avons des ambitions aussi pour le réglementer de plus en plus parce qu'il est performant à un certain moment et il est capable. C'est parce que nous avons des professionnels que nous avons résisté. La chance que le Mali a, c'est que nous avons des entrepreneurs et des commerçants et des industriels qui sont des nationaux. Malgré la difficulté, malgré l'embargo, ils ont résisté. D'accord. Madame Amissa Nogo, par rapport au libéralisme. Il y a un arrêté qui fixe la liberté des prix au Mali. Est-ce qu'avec la liberté des prix, le gouvernement peut toujours continuer à subventionner des produits commerciaux? Il faudrait que nous n'intervenons pas très fortement sur le marché. L'interventionnisme de l'État n'est pas là. Mais nous avons, devant des situations exceptionnelles, nous avons pris des dispositions exceptionnelles pour soulager et atténuer les souffrances de nos populations. Vous savez, l'année passée, on avait fait une mauvaise récolte. Il fallait alors protéger d'abord notre production nationale. Pour ça, nous avons même pris un arrêté interministériel qui interdisait l'exportation de nos produits locaux. Et en même temps, ça c'est au niveau national, au niveau international, nous voulons assurer l'approvisionnement correct de notre marché. Il ne faudrait pas qu'il y ait des interruptions. Parce qu'au niveau international, parfois, même si vous avez votre argent, vous pouvez ne pas trouver la marchandise. Et si vous trouvez la marchandise, vous ne trouvez pas le fret. Et par conséquent, nous avons des professionnels du commerce, nous les avons mis ensemble. Ils ont l'habitude de faire un certain nombre d'activités ensemble. Nous leur donnons, l'État a subventionné à 50% des droits de douane pour un certain nombre de produits, que pour le riz brisure à 100%, l'huile alimentaire qui était très rare sur le marché international et la farine aussi qui se faisait rare. Parce que nous ne produisons pas ces produits et il va falloir faire en sorte qu'on les mette à la disposition de nos populations. Donc ceci, pour moi, il est conjoncturel, il est temporaire, ce n'est pas une politique à long terme, ou bien ce n'est pas de l'interventionnisme de l'État pour toujours. Mais c'est pour gérer une situation conjoncturelle et nous pensons que, même si c'était à refaire demain, on va le refaire pour soulager les souffrances de nos populations qui ont déjà très enduré pendant plus de 10 ans. Elles ont vécu les questions de l'insécurité et parfois dans les bassins de production, on n'a pas pu produire parce que tout simplement il y avait l'insécurité et parfois aussi les marchés n'ont pas été approvisionnés en bétail à cause de l'insécurité. Et c'est pourquoi l'année dernière, quand j'étais venu, on avait commencé déjà à subventionner la viande pour rendre disponible du bétail sur le marché malien et afin que le prix baisse au niveau de la ménagère parce que c'est arrivé jusqu'à 3 000 et c'était très difficile pour les ménages très modestes de la capitale. Mais quelques jours après, quand les choses sont rentrées dans l'ordre et que des opérateurs économiques ont pris le relais, parce que, par exemple, aujourd'hui, on a des opérateurs économiques qui font de l'embauche à grande envergure et qui approvisionnent le marché, nous ne rentrons pas dans ça. Nous les laissons le libre choix d'entreprendre et de vendre aussi leurs produits. Monsieur le ministre, est-ce que pour la maîtrise réelle des prix, il ne faudrait pas revoir les textes par rapport au libéralisme du prix au Mali?
Non, le pays est libéral, les textes sont formels là-dessus et c'est irrévocable. Nous voulons, par exemple, cette question de subvention, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très conjoncturelle. Si vous voyez de juin 2021, quand je suis venu au département, jusqu'à mai 2022, nous avons donné l'agrément à 15 111 entreprises qui veulent toutes soit faire du commerce, soit faire de l'entrepreneuriat, soit faire du business. Donc, c'est libéral. Et puis, on ne le ferme pas. Ça vous donne des chiffres et de l'envergure de jusqu'où nous sommes ouverts par rapport au libéralisme et de faire en sorte que tout le monde peut entreprendre librement, sans aucune contrainte, sans aucune intervention de l'État. Quelque part, ça a des avantages. Ça a des avantages, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, le blé a connu une augmentation de 50% sur le marché en si peu de temps. Et dans toute la sous-région et partout dans les pays, le prix du pain a augmenté. Mais au Mali, nous avons créé un cadre de concertation avec nos partenaires privés, publics, pour discuter même des structures des prix. Et à un certain moment, les commerçants ont accepté même de renoncer à des bénéfices. On peut dire de façon générale que peut-être que des gens ne peuvent pas acheter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. Mais si vous regardez les amplitudes, c'est-à-dire les variances entre l'augmentation au niveau international et l'augmentation sur les foyers, la différence est totalement là. Hein. Il y a très peu d'impact de l'influence de la hausse des prix au niveau international sur les prix au niveau du marché. Le sucre, par exemple, il a connu une augmentation à peu près de 34% et sa répercussion sur le marché ici malien était de 11%. Donc, et ces amplitudes, c'est des exemples, ils sont là, hein, c'est des chiffres qui sont là, on peut les démontrer à tout le monde. Et je pense que la chose la plus importante, la plus défiante pour nous, c'est vraiment l'approvisionnement régulier du marché. Il ne faudrait pas qu'il y ait des ruptures dans le marché. Et ça, nous nous sommes battus avec le ministère des Finances, avec les autres départements pour que ça se passe. Alors, quel est l'état d'approvisionnement de notre pays, puisque vous en parlez? L'état actuel de l'approvisionnement, la plupart des produits de première nécessité sont là, même si, quelque part, nous connaissons une tension très forte sur le blé qui commence à manquer, avec la graine de l'Ukraine, et des dispositions sont déjà prises avec le ministère des Finances, les banques et les minoteries du Mali pour voir comment on peut faire un plan d'approvisionnement très prochain pour qu'il n'y ait pas de rupture sur les stocks qui sont déjà là. C'est parce que nous avons anticipé que, heureusement, le pays peut produire toujours de la farine et peut aussi offrir du pain sur le marché. D'accord. On est toujours dans l'état des lieux. Hein. On n'a pas encore commencé à parler de vos acquis et des solutions. Alors, plusieurs entreprises pour l'industrie, on a parlé pour le commerce, pour l'industrie maintenant, il y a plusieurs entreprises qui ont fermé boutique, arrêt des activités de l'usine T-Faraco, la Comatex et l'UMPP. Qu'est-ce qui explique cette situation, Monsieur le ministre? Donc, c'est dommage pour l'usine T-Faraco, la Comatex et puis l'IMPP. C'est des dossiers que nous avons hérités depuis que nous sommes venus au département. Et ce sont les dossiers auxquels je m'étais attaqué aussi le plus tôt que possible. La Comatex, par exemple, elle était une gestion d'une société chinoise et qui est partie avec beaucoup de problèmes. Nous avons pris contact avec les travailleurs, nous avons pris contact avec les Chinois pour voir comment est-ce qu'on peut relancer cette usine. Et aujourd'hui, nous avons déjà fait un plan de relance avec le ministère des Finances et nous avons commencé déjà un plan social avec les travailleurs. Pour le moment, la seule chose qui nous retarde, c'est des questions judiciaires et des questions peut-être un peu politiques entre l'organisation politique, les syndicats et ainsi de suite. Sinon, pour ce qui est du gouvernement, tout est fait prêt pour faire la relance, par exemple, de la Comatex. Pour ce qui est de l'UMPP, nous avons tenu des réunions avec le ministère des Finances et puis les travailleurs de l'usine. Et nous pensons que dans les mois à venir, l'UMPP va commencer à produire ses premiers produits pharmaceutiques. Elle ne s'est jamais arrêtée. On a trouvé là des travailleurs très, très talentueux, très engagés, qui ont maintenu tant bien que mal cette usine, bien qu'abandonnée, à produire un certain nombre de choses. Mais nous avons un très bon plan opérationnel, très fiable, très efficient et durable, qui va se mettre en marche très bientôt avec l'UMPP. Et T-Faraco, nous allons chercher aussi un partenaire pour ça, stratégique, qui pourrait prendre en charge cette unité industrielle. C'est dommage qu'on a trouvé ce parc, mais l'ambition que nous développons et les instructions que nous avons eues des plus hautes autorités de son Excellence, le président de la transition, c'est de faire marcher ces unités et de les trouver aussi des plans opérationnels au cas par cas. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai commencé la semaine dernière
des visites à des unités industrielles. Et dès demain, je continue cette visite pour essayer de faire une cartographie de ce parc industriel. Et à partir de là, parce que ce que nous voulons, c'est de vraiment soutenir des unités industrielles qui font d'abord la transformation de nos produits nationaux pour que nous exportons. Nous venons de faire adopter une stratégie nationale de développement de l'exportation et nous voulons exporter parce que notre balance commerciale a tout le temps été déficitaire. Nous n'allons pas continuer dans cette situation. Nous allons voir comment, au-delà de l'exportation des produits comme le coton, l'or et le bétail à ce pied, il va falloir aller vers d'autres unités. Et ça, nous avons déjà vraiment la bénédiction du président pour aller dans ce sens. Et nous pensons que très prochainement, nous allons sortir un plan opérationnel qui va essayer de faire ressortir et remonter aussi ces usines dans leur statut de production et aussi de transformation et de commercialisation. Le plan de relance va concerner combien d'industries? Bon, pour le moment, nous avons 2 plans de relance pour ce qui est des usines étatiques, telles que la Comatex et l'UMPP. Nous allons aussi, avec les partenaires privés, voir un certain nombre de dispositifs qu'il faut faire pour les aider à faire des plans de relance, surtout les industries, comme je vous dis, les usines qui font de la transformation des produits nationaux. Nous allons les appuyer. Nous avons des services au niveau du ministère de l'Industrie qui appuient ce genre d'initiative et nous en avons fait. Nous avons formé des gens et aujourd'hui, on voudrait aussi qu'ils essayent de voir comment ils peuvent rentrer dans le marché international pour être le plus compétitif possible. On a des atouts comparatifs tels que le beurre de karité. Je viens de voir une usine qui s'appelle Malichi, qui produit du beurre de karité, mais qui n'est pas labellisé malien, qui est exporté à l'état brut. Et je veux qu'on arrête des choses de ce genre, qu'on fait un plan opérationnel pour de telles usines, pour voir comment est-ce qu'elles peuvent apporter un plus par rapport à la transformation de nos produits nationaux. Et ça, c'est valable pour la mangue, c'est valable pour l'anacarde et beaucoup d'autres produits. Alors la relance, elle sera ouverte à toutes les entreprises qui le souhaitent ou pas? Absolument. Nous allons, là aussi, ce serait ouvert et nous allons voir avec vraiment les apports distinctifs des uns et des autres et les compétences distinctives aussi des uns et des autres, voir comment est-ce qu'on peut bâtir là-dessus, faire des plans de business et des plans de relance qui assortis des rôles et des responsabilités de chaque partie dans un délai à court, moyen et long terme. On va parler des acquis maintenant, Monsieur le ministre. En termes d'acquis, votre département communique par exemple sur l'approvisionnement régulier du pays en denrées de première nécessité bien sûr et l'adoption des mesures d'atténuation de prix sur le marché. En quoi cela se concrétise sur le terrain? L'approvisionnement régulier du marché, c'est une mission de notre département. Le département de l'industrie et du commerce est responsable de l'approvisionnement du pays en toutes les denrées, il ne faudrait pas que ça manque. Et quand on était venu, comme je le disais, quand on avait pris fonction au ministère, on a fait l'analyse du contexte, on a compris qu'il y a des problèmes qui risquent de se présenter si on ne s'organise pas très tôt. Et nous avons préparé un plan assorti d'objectifs, de résultats à atteindre, et nous avons ciblé un certain nombre de produits stratégiques de grande consommation de la population. Et nous avons dit qu'on va faire des plans avec les opérateurs économiques. Comment est-ce qu'on leur donne des facilités douanières et en même temps, ils apportent ces produits sur le marché pour qu'ils puissent d'abord être disponibles et aussi à un bon prix. Et c'est là où vient alors l'atténuation des prix parce que, comme je l'ai dit, la cherté de la vie, elle n'est pas propre au Mali, ni spécifique au Mali. Elle a été vraiment, c'est une question internationale. Mais nous, ce que nous avons fait, c'est de voir comment on peut réduire ces hausses de prix sur les ménages au niveau du Mali. Et nous travaillons aussi avec des opérateurs économiques qui ont une très bonne chaîne de distribution au niveau national. Ce n'est pas seulement à Bamako. Et qui sont là, qui sont des professionnels dans le domaine depuis des années, qui sont connus par la douane, les impôts et ainsi de suite. Donc, nous avons, et qui connaissent aussi les réseaux internationaux. Nous les appuyons, nous les accompagnons et régulièrement nous suivons aussi. Parce qu'on signe des cahiers de charges avec ces opérateurs et c'est ces cahiers de charges qu'on essaye de faire respecter. C'est pourquoi vous voyez les missions de la Direction générale du commerce, parfois qui ferment parce que tout simplement, quelque part, certains n'avaient pas respecté ces cahiers de charges. Et ça, par exemple, avec 20 équipes brigades, et on l'a fait aussi avec d'autres départements tels que la sécurité qui nous accompagnaient dans ces sorties. On a fait près de 2000 sorties pour assurer que les gens respectent les prix sur le marché.
Parce que c'est des prix subventionnés, on n'accepterait pas que les gens mettent d'autres marges de bénéfices plus que ce qui a été accordé dans le cahier de charge. Ces 2000 sorties ont servi à quelque chose, à votre avis? Ah oui, parce que ça a permis au moins de lutter contre la spéculation, de limiter beaucoup la spéculation et de faire respecter les prix dans la plupart des cas. Parfois aussi, c'est pédagogique, ce n'est pas seulement vraiment la coercition. Parfois, il va falloir expliquer aux gens la nécessité d'aller dans ce sens parce que c'est des périodes conjoncturelles, il faut aller rapidement. Je pense que ça a servi à beaucoup de choses et nous avons des retours qui sont positifs. Il y a également la stratégie de subvention des exportations, graines de coton, le riz local ou encore d'autres denrées. Cela a quel avantage à votre avis? L'avantage, c'est qu'au moins, ça peut soulager le pouvoir d'achat des Maliens ici parce que la cible ici, c'est qui? C'est les populations ordinaires. C'est pourquoi on parle de riz de brisure 100%. Ce n'est pas le riz de luxe ou bien ce n'est pas le riz que peut-être ceux qui ont un certain niveau de vie consomment tous les jours. Donc, c'est vraiment des produits de première nécessité que nous avons subventionnés pour rendre disponibles. Mais concomitamment, qu'est-ce que l'État aussi a fait? L'État a dit qu'il va faire un programme d'urgence pour les périodes de soudure avec le commissariat à la sécurité alimentaire. On leur donne 180 000 tonnes de céréales encore, ici, riz brisure, subventionné, et 20 000 tonnes d'achat au niveau local qui seront utilisées pendant la période de soudure, soit en termes de distribution gratuite ou alors relâchées sur le marché lorsqu'on constate qu'il y a une pénurie. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui ont été faits par l'État pour que le marché soit apprisonné, mais aussi que les prix soient à la portée des Maliens. D'accord. Alors, qu'en est-il de la subvention sous forme de la base taxale à l'importation du riz, du sucre ou encore de l'huile alimentaire? C'est destiné aux grands fournisseurs. Comment ça se passe? C'est-à-dire c'est les opérateurs qui sont connus par les services de la douane, le service des impôts et les services du commerce. C'est à travers eux, ils importent par leurs propres moyens les sucres, le riz. Ce n'est pas l'État qui enlève l'argent. L'État a enlevé l'argent dans le cas de l'aide alimentaire. Ça, c'est à peu près 71 milliards. Mais ça, les commerçants importent lui-même ces produits et on lui donne une base taxable de 50%. 50% de la valeur qu'ils ne payent pas. Et ça aussi, ça coûte de l'argent. C'est presque 15 milliards pour le cas de ces subventions que je viens de dire. Et ceci ferait en sorte que ça amortisse un peu le choc de l'inflation au niveau international. Par exemple, quand nous on a fait le cahier de charge à 225 francs le kilo, c'est parti sur le marché, c'est arrivé à 270. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est à 340. Donc les prix ne font qu'augmenter. Et l'euro aussi ne fait que descendre. Aujourd'hui, même si vous avez besoin d'acheter des céréales, les fournisseurs refusent de vous donner les prix parce qu'ils attendent que l'euro touche le plus bas prix, parce qu'il est en baisse, en chute libre. Et aujourd'hui, malgré tout ça, nous avons, comme je l'ai dit, des opérateurs économiques quand même qui ont de très bonnes relations et de très bons réseaux internationaux qui arrivent à trouver des produits et les amener. Donc les subventions permettent d'amorcer le choc de cette inflation internationale au niveau local. Monsieur le ministre, nous importons beaucoup. Combien de tonnes de riz le Mali importe par an? Cette année, pour le moment, nous sommes à peu près d'ailleurs même les 300 000 tonnes ne sont pas toutes rentrées parce qu'on les fait au rythme des besoins du marché. Nous sommes à peu près à 200 000 tonnes et il reste encore 100 000 tonnes. Et ça, c'est parce que tout simplement, comme je l'avais dit, il y avait un déficit dans la production l'année dernière et il fallait combler ce manque à gagner. Sinon, en principe, nous sommes quand même, j'ai été ministre de l'Agriculture, nous sommes quand même la deuxième production céréalière dans l'espace CEDEAO après le Nigeria. Et sinon, dans l'espace IMOA, nous sommes les premiers producteurs. Mais le besoin est toujours grand. Et malheureusement, dans des mauvaises années de production, il y a toujours un déficit et c'est ce qu'il fallait combler. Et c'est ce que le gouvernement a fait pour anticiper ces événements, pour essayer de combler et rendre disponibles les céréales sur le marché. Sinon, ça pouvait être encore très grave. Vous savez aussi, nous avons des frontières qui sont poreuses. Il y a d'autres pays qui viennent, qui essaient de s'approvisionner sur notre marché. Et ça aussi, il va falloir, malgré l'insécurité, qu'on essaie de contenir cette fuite. Et heureusement,
avec ça aussi, on arrivait à sauvegarder la production, le peu de production qu'on avait, pour essayer de faire moins encore d'importation de riz ou d'autres céréales. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez prévu des exonérations ou bien de l'aide à l'endroit de certaines entreprises, si l'État prévoit des programmations? Nous avons un code d'investissement qui permet, lorsque vous arrivez à un certain nombre d'investissements, il y a des conventions qui sont signées entre ces industriels et l'État pour faciliter un certain nombre d'entrées d'équipements spécifiques pour exonérer, ainsi de suite. Donc, il y a des mécanismes pour ça. Et c'est pourquoi lorsque vous voulez investir dans un domaine, ou bien vous voulez relancer une usine, les techniciens se mettent en contact avec vous et on va essayer d'analyser vraiment l'envergure de l'investissement. Et l'État aussi, dans sa politique d'impulser et d'attirer les investisseurs, aide dans ce domaine. Donc, il y a tout un ensemble de dispositions qui est là pour ça. D'accord. Et par rapport au renforcement des petites et moyennes entreprises, la promotion des investissements, quelles sont vos prévisions à ce niveau? De mon arrivée à maintenant, nous avons créé à peu près 15 111 entreprises. Et ça c'est de juin à mai. Et ça, c'est énorme. Hein. Les 15 000 fonctionnent? 15 111 entreprises. Elles fonctionnent toutes? Elles fonctionnent toutes. Hein, parce qu'il y a tout un ensemble de critères que vous allez remplir pour que le guichet unique vous donne le quitus pour aller faire le business. Donc, c'est des entreprises qui ont leur NIF, qui payent leurs impôts, qui essaient de travailler dans tel ou tel domaine. Et au niveau des PME, nous avons aussi aidé l'ensemble des organisations qui rentrent dans la transformation, comme je vous l'ai dit. Surtout la transformation du Carité, la transformation de l'Anacar, la Mangue, ainsi de suite. Nous les appuyons en termes de formation professionnelle, mais aussi en termes d'appui technique pour comprendre les marchés, pour exposer, et ainsi de suite. Nous, on ne s'est pas arrêté seulement à faire sur notre marché. Nous avons un rôle beaucoup plus important, c'est aussi d'ouvrir le marché pour nos entrepreneurs et pour nos entreprises au niveau international. Et c'est d'ailleurs là que l'Expo 2020 à Dubaï a permis de vendre la destination du Mali pour montrer que quelque part on peut faire du business, on peut faire du bon business, transformer. Et au cours de cette journée, qui a été d'ailleurs présidée par le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, et nous avons fait une journée Invest in Mali, où nous avons plus de 250 entreprises qui ont participé à cet exercice et qui ont apprécié et qui cherchent aujourd'hui à venir. Et ils cherchent seulement à créer un certain nombre de conditions pour qu'ils viennent. Donc, nous avons appuyé ces entreprises locales, c'est pour qu'elles soient compétitives et qu'elles soient aussi en articulation avec les autres entreprises à l'international. Par exemple, cette année, j'ai donné un agrément à plus de 80 investisseurs qui vont investir à plus de 162 milliards assortis de 2517 emplois. Ça, c'est déjà des facilités que nous avons faites. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère des Finances, nous travaillons ensemble pour faire ce montage, pour montrer jusqu'où c'est fiable, parce que, quelque part, c'est ce qu'il faut faire. Il faut montrer qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce domaine. L'espace est ouvert et nous allons faire en sorte que les années à venir, les mois à venir, que ces unités industrielles, que ces PME puissent émerger jusqu'à ce qu'ils puissent donner de l'emploi et aussi contribuer à la croissance économique du pays. Alors, Monsieur le ministre, un guichet unique électronique au Mali, cela aura quelle utilité, à votre avis? C'est pour faciliter d'abord la tâche pour les usagers. Si vous avez besoin d'ouvrir une entreprise, vous n'avez pas besoin de secourir derrière plusieurs services. Vous avez besoin de partir dans ce service et vous aurez tout l'appui nécessaire pour qui vous accompagne pour l'ouverture. Et le même jour, on peut vous donner votre ticket d'ouverture. Donc, c'est vraiment pour faciliter le business encore et l'environnement du business pour les gens qui veulent investir. Et même ça aussi, nous allons faire la revue pour voir chaque fois, à chaque étape, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter aux gens l'accès à ces plateformes digitalisées et aussi aux stratégies pour faire rapidement leur business sur le terrain. C'est vrai que le Mali a trouvé des alternatives quand même par rapport aux échanges commerciaux avec l'ouverture d'autres corridors. Est-ce que vous avez d'autres stratégies? On ne souhaite pas que l'embargo perdure. Vous avez d'autres stratégies dans les tiroirs qui ne sont pas encore sorties? Nous avons beaucoup de stratégies. Moi-même, j'ai été plusieurs fois dans certains pays pour voir des alternatives. Vous voyez par exemple avec le port de Dakar seul,
nos opérateurs économiques dépensent à peu près 30 milliards par mois. Donc c'est presque 300 milliards à l'année qu'on dépense sur le port de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie où on ne veut plus être dépendant d'imports. On va essayer de faire le maximum d'exploration et de partenariat avec les ports qui nous entourent pour voir comment est-ce qu'on peut tirer le maximum de chacun des ports en tirant le maximum aussi de la partie distinctive de ce port, ce qui peut nous apporter un plus. Et ça, nous allons le faire. Et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires sur des stratégies à court et moyen terme. En termes de bilan, si on vous disait de vous évaluer vous-même en 11 mois aujourd'hui, quel est le bilan qu'on va voir, le tableau? Moi, je pense que le bilan est excessivement positif. Nous nous sommes fixés des objectifs et nous nous sommes donné aussi des obligations de résultats. Aujourd'hui, au regard de tout ce que nous avons planifié, nous disons que nous avons réellement exécuté les tâches que nous avons planifiées et nous sommes en train d'élaborer encore d'autres, beaucoup plus, avec de plus grandes envergures, qui vont apporter un plus encore. Parce que moi, ma démarche, c'est vraiment comment contribuer à la croissance économique de notre pays, à l'autonomisation de nos économies. Nous devrons réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et nous avons le potentiel. Et je pense que c'est ce que je vais mettre en avant pour les mois à venir. Comment est-ce que le département peut s'investir encore beaucoup plus dans son parc industriel, dans le commerce, dans le privé, avec son secteur privé, parce que nous avons un des secteurs privés le plus dynamique et le plus patriotique aussi, parce qu'ils nous ont accompagnés pendant ces périodes difficiles. Et je pense qu'on va bâtir sur ça pour essayer d'élaborer des stratégies pour faire encore d'autres programmes et d'autres projets beaucoup plus structurants dans l'immédiat, mais aussi dans l'avenir. De quoi garnir le panier de la ménagère parce qu'il est pauvre. Le panier de la ménagère, nous sommes en train de le sauver, malheureusement, de tout ce qui se passe au niveau international. Et vraiment, je vous dis, si vous regardez au niveau sous-régional, le Mali fait excellemment bien par rapport au panier de la ménagère, comparativement aux autres pays qui ne vivent pas l'embargo. Je ne fais pas l'apologie de l'embargo, mais quand même, nous sommes en train de nous défendre tant bien que mal, parce que nous avons des stratégies, parce que nous avons anticipé, et parce qu'il y a la vision politique du président de la transition et du Premier ministre qui nous ont donné le feu vert d'aller vers ce changement et d'aller dans cette direction. Nous allons faire en sorte, et ça, je vous garantis que toutes les dispositions sont déjà prises pour que les choses, d'abord, ne manquent pas sur le marché. L'approvisionnement va être assuré de façon régulière. Et toutefois, nous allons même innover dans les façons d'atténuer l'impact de l'inflation sur le panier de la ménagère et sur le Malien ordinaire. Parce que cela va de notre existence. Parce que nous avons décidé de partir dans cette dynamique, dans cette autonomisation de notre économie. Donc, nous allons nous donner aussi les moyens d'aller là-dedans. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous les autres collègues, les autres homologues, le ministre des Finances, le ministre du Développement rural, le transport, avec lesquels nous avons travaillé pour développer ces stratégies. Et nous allons continuer encore à développer ces stratégies. Parce que, à la fin de la journée, il s'agit de la ménagère. Tout revient à cette ménagère parce que nous sommes tous fils des ménagères. D'accord. Okay. Merci, Monsieur le ministre. Je vous en prie. C'est sur ces assurances que se referme cet entretien avec Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed. Merci pour les réponses. Merci à ma consoeur Ami Sanogo et à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre rendez-vous avec un autre ministre à cette même place. Merci et bonne suite de programme.